Merci, bonjour à tous. Alors, le sujet du jour qui nous réunit, c'est l'observation sociale comme aide à la décision. Un petit peu complexe, mais on va parler de données, puis on va parler de population, surtout de population d'ailleurs. Comment la sociodémographie est au service du territoire. Alors, je vais démarrer tout de suite. Observer la population et le ménage pour l'agence d'urbanisme, pour les travaux qu'on mène dans beaucoup de thématiques et beaucoup de territoires, c'est la base. C'est-à-dire on démarre effectivement par voir qui habite sur le territoire, quelles sont ses caractéristiques, comment est-ce qu'ils vivent sur le territoire, pour après effectivement enclencher d'autres thématiques, d'autres politiques publiques sur le sujet. Pour ce faire, effectivement, après cette première clé de lecture du territoire, en général, on a des analyses qui sont des analyses statistiques. On démarre effectivement avec ces analyses statistiques, et c'est ce volet-là que moi je vais vous présenter. Quand on parle d'analyse sociodémographique, on a travaillé aujourd'hui beaucoup avec les centres socio-culturels par exemple. C'est l'essentiel effectivement de notre travail en termes de diagnostic du territoire, qui après laisse place à la définition d'actions ou de manière de faire, ou d'autres thématiques, transport. Voilà. Vous avez ici une petite illustration. On travaille aujourd'hui sur la Convention territoriale globale, dans lequel effectivement on commence par cette entrée-là, population et ménage, mais dans une étude mobilité, on parle également des usagers, des habitants. On va le retrouver beaucoup dans les études actuelles sur le PLUI, où on a des champs qui sont consacrés à cette thématique. Vous allez le retrouver dans toutes les thématiques, toutes les problématiques, et notamment par exemple en habitat, dans le cadre des programmes locaux de l'habitat. Moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un travail qui a été fait début d'année, à la demande de l'agglomération aussi, spécifiquement, de savoir comment ça se passe aujourd'hui, quelles sont les évolutions démographiques qu'on observe donc à l'échelle de nos territoires, à une échelle large, mais aussi à une échelle plus restreinte. Et surtout, quelles sont les perspectives. On a aujourd'hui beaucoup d'enjeux sur la question du vieillissement, la question mais de la jeunesse aussi, qui est très liée aussi à la question des équipements, autant effectivement pour des personnes plus âgées que pour des jeunes qui vont se faire de moins en moins nombreux. Donc, des sujets et des données qui vont interpeller et qui vont permettre en fait d'enchaîner sur d'autres éléments plus qualitatifs à porter à connaissance pour pouvoir aider à la décision. Ici, vous avez ici la représentation donc, cartographique du taux de variation annuel moyen de la démographie partout sur le territoire donc, français. Donc aujourd'hui, on est sur des territoires, comme vous le voyez, qui connaissent encore des évolutions démographiques à la hausse. Donc ce sont tous les territoires qui sont en rouge, rouge clair jusqu'à rouge foncé, très concentrés effectivement sur la façade ouest, mais également sur le sud-est. Et si on s'intéresse de près à notre territoire, on le voit, une croissance démographique qui va se manifester de manière plus importante sur le territoire alsacien en comparaison au Grand Est. Donc le Grand Est, ça a été le sujet de beaucoup de publications dernièrement. C'est un territoire où on a un déficit migratoire qui est encore compensé par un excédent naturel. Mais ça se joue à plus trop grand-chose. Vous le voyez, aujourd'hui, les territoires qui soutiennent la croissance dans le Grand Est sont essentiellement des territoires alsaciens et même plus spécialement le territoire barinois qui lui est en forte croissance démographique. Donc on le voit ici, excusez-moi, j'ai un peu d'avance. On le voit ici, le territoire français entre 2014 et 2020 c'est 2% de croissance. On voit que la contribution du Grand Est, finalement, elle est plus faible, puisqu'on est à 0,1% entre 2014 et 2020. Le Haut-Rhin accuse encore une croissance démographique d'1%. Et puis quand on va sur des territoires dans notre agglomération mulhousienne, on voit que l'agglomération mulhousienne, finalement, contribue pas trop en fait, à la croissance dans le Haut-Rhin. Donc, il y a bien d'autres territoires sur le Haut-Rhin qui vont porter la croissance démographique. Alors lesquels? Les voici. Vous avez ici une représentation donc, de l'évolution de la population, toujours entre 2014 et 2020. On voit que le secteur de Saint-Louis, donc ici c'est une analyse par ville, la ville de Saint-Louis a connu une forte croissance démographique.
A contrario, Colmar et Mulhouse, et dans une moindre mesure donc Colmar, commencent à enregistrer une diminution donc, de la population entre ces deux périodes de recensement. Et puis Strasbourg, on est toujours encore sur une attractivité forte de l'UMS et de la ville de Strasbourg en elle-même. On va retrouver donc ici, au niveau de l'UMS, cette attractivité renforcée. Ici, on a regardé aussi ce qui se passait dans le Grand Est, donc sur l'ensemble. Chez nous, maintenant, ça s'appelle une Didier quand on fait ça. Donc vous voyez que dans le Grand Est, on a effectivement un certain nombre de territoires, mais là aussi, quand on regarde les agglomérations les plus dynamiques, on va retrouver Saint-Louis agglomération, dans laquelle effectivement la croissance démographique est nettement plus importante. Dans une moindre mesure, Colmar agglomération tire aussi son épingle du jeu, et de manière un petit peu plus compliquée sur le territoire de l'agglomération mulhousienne. La croissance démographique, c'est les résultats de deux choses. C'est l'excédent naturel et l'excédent migratoire. Ça veut dire, alors l'excédent naturel, c'est qu'on a plus de naissances que de décès. Un excédent migratoire, c'est on a plus de personnes qui rentrent sur le territoire que de personnes qui quittent le territoire. Donc vous avez ici, à l'échelle de l'agglomération mulhousienne, cette évolution des différents sols. Donc le sol naturel en jaune, on voit que quand on est à Mulhouse, ce sol naturel est très élevé. J'allais dire, il est même important, sinon effectivement, vous le voyez, le déficit migratoire dans la ville-centre, il est toujours très important, et c'est lui en fait qui fait que la population diminue sur le territoire de la ville. Ce qui n'est pas le cas quand on regarde les territoires alentours. Donc vous avez ici ce qu'on appelle les villes noyaux, qui sont des villes de taille importante en fait, qui jouxtent la ville-centre, donc les Brostad, Riedisheim, Rixheim par exemple, les bourgs-relais, qui sont un petit peu plus petits et qui ont un rôle aussi important sur le territoire en termes d'articulation entre nos villages et les villes noyaux. Dans les bourgs-relais, on va retrouver Absheim, on va retrouver Staffelfelden par exemple, et puis les villages. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a effectivement une attractivité, j'allais dire, résidentielle sur les territoires qui sont à la périphérie de Mulhouse, et on a encore des sols naturels, même s'ils sont faibles par endroits, qui permettent d'alimenter une croissance démographique à l'extérieur donc de la ville. Vous avez ici représenté l'évolution du nombre d'habitants par territoire. C'est la suite en fait de ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous le voyez, le territoire qui perd des habitants, c'est le territoire de la ville-centre, moins 3% entre 2014 et 2020. Les autres territoires, et notamment les villages, les bourgs-relais, donc ce sont des ensembles urbains qui ont des services urbains qui ne sont pas aussi grands que les villes qui sont des villes de plus de 10 000 habitants, qui portent beaucoup aussi la croissance sur le territoire, puisque le nombre d'habitants dans ces ensembles-là a augmenté de 5%. Ce qui est important aussi, un élément important pour les politiques publiques à mener après. En représentation donc graphique, vous avez ici sur une plus grande période l'évolution de la population 2008-2020, où vous allez avoir commune par commune ces évolutions. Donc je reviens sur les principaux éléments. Mulhouse qui perd des habitants et surtout les villages et les bourgs-relais qui enregistrent de fortes croissances. On a aussi un élément important. Pendant très longtemps, le sud de l'agglomération enregistrait les plus grandes croissances démographiques. Depuis quelques années, et notamment quand on regarde en 2008-2020, on se rend compte qu'on est aussi dans des territoires où on commence à perdre des habitants. Alors quand on perd des habitants, le territoire est moins attractif, mais le territoire peut aussi être ou devenu plus cher, ce qui d'emblée ne permet pas à un certain nombre de ménages. C'est vrai que quand on poursuit les analyses démographiques, on va parler aussi également des revenus ou des CSP qui s'installent sur les territoires. On voit que tendanciellement, elles sont moins nombreuses à s'installer dans ces parties sud de l'agglomération, devenues peut-être aussi plus chères avec le temps.
L'évolution de cette population, elle est différenciée en fonction des tranches d'âge. Toutes les tranches d'âge n'évoluent pas de la même manière, ça serait trop simple. On a regardé ici, donc, sur l'agglomération mulhousienne, ce que ça donnait, cette évolution par tranche d'âge. Donc ce qu'on observe, ce qui est important à remarquer, c'est qu'on va perdre ces populations plus jeunes. Elles sont les populations, les 0-14 ans, c'est encore 19% de la population aujourd'hui, mais par contre, le nombre d'habitants entre 2014 et 2020 diminue. Donc, on perd des enfants. En termes de politique publique, il y a des enjeux sur le scolaire, sur le périscolaire, sur les équipements, sur la question des transports. Cette perte du nombre d'habitants, on va la retrouver également sur les jeunes actifs et les actifs. Alors, les jeunes actifs, souvent, ils font leurs études, ils quittent le territoire, et puis ils s'implantent pour une certaine durée sur le territoire de leurs études, où ils sont même beaucoup plus nomades et vont beaucoup plus loin. Les actifs également, on va les perdre. Par contre, dans l'agglomération mulhousienne, ce qui augmente nettement, c'est la part des seniors. Nettement sur les 60-74 ans, et puis sur les 75 ans et plus également. Là aussi, un certain nombre de questions se posent. Une agglomération où la part des seniors devient de plus en plus importante interroge à nouveau sur la question des mobilités, sur la question des transports, sur la question du cadre de vie, et notamment du cheminement dans les espaces publics. La place du banc, par exemple, devient importante dans les communes ou dans les projets urbains. Et donc, ce sont des éléments importants à porter à connaissance et à avoir à l'esprit en termes de définition d'un projet dans les communes. Ici aussi une illustration complémentaire pour vous montrer que cette part des seniors continue d'augmenter dans toutes les communes de l'agglomération mulhousienne. Deux communes qui échappent à cette évolution, on a Staffelfelden, où la part des 75 ans et plus tend à diminuer, Steinbrunn-le-Bas également. Dans les autres communes, hormis effectivement Mulhouse, qui est quand même nettement moins touchée, notamment parce que la démographie mulhousienne est importante sur le territoire, moins touchée par ce phénomène de vieillissement, mais quand même, dans le cadre des travaux, par exemple pour les centres socioculturels, on est amené à travailler à une échelle de quartier, et on se rend compte que dans les quartiers, notamment les quartiers du Réberg, par exemple, sont des quartiers qui vieillissent très nettement et de manière très importante. Allez. Alors ça, c'est pour toute la partie en fait évolution classique. À partir de là, ce qu'on essaye aussi de vous montrer, c'est en prospective, qu'est-ce que ça peut donner en termes de nombre d'habitants. Alors on est un petit peu plus limité, parce que la prospective s'appuie sur le modèle ONFAL. Donc c'est un scénario de développement qui est développé par l'INSEE, mais qui n'est développé qu'à partir de 50 000 habitants. Donc les analyses que vous allez voir vont porter sur L2A. Ce que je vais vous montrer la plupart du temps, c'est le scénario central de l'INSEE. Ça veut dire on est sur une évolution au fil de l'eau, et puis on regarde ce que ça donne, sachant qu'il y a un scénario bas, un scénario haut, un scénario fécondité élevée, migration élevée. Enfin, il y a plusieurs types de scénarios, mais globalement, quand on analyse un territoire, et pour l'analyser un petit peu tous de la même manière, on reste sur le scénario central. Donc aujourd'hui, on est sur un territoire de 260, un peu plus de 270 000 habitants. Qu'est-ce qui pourrait en être à l'avenir, puisque le rôle d'un politique, c'est bien aussi d'anticiper sur les évolutions futures et de déterminer des politiques dans le futur. Eh bien, il se passe qu'on prenne le scénario central, donc celui, en gros, on poursuit les tendances observées en matière de fécondité, en matière migratoire. Si on poursuit ce scénario, on est sur une pente descendante, toujours encore de la population. On sait que tendanciellement, on a des territoires moins attractifs, on a moins de soleil, on n'a pas la mer, on a de l'emploi, donc on a quand même des territoires qui s'en sortent bien sur le territoire, mais de manière générale, dans l'agglomération mulhousienne, c'est plutôt une baisse qui nous attend. Donc ça, c'est le côté tendance. Si on est dans un scénario plutôt haut, c'est-à-dire qu'on est un peu plus optimiste en fait, j'allais dire le maximum de l'optimisme c'est plus 2%. Et puis dans le scénario bas, c'est-à-dire que si vraiment ce qu'on observe vraiment devait
finalement avoir un décroché beaucoup plus important, un nouveau Covid, de nouveaux événements, en fait, on pourrait être sur des diminutions nettement plus marquées. Qu'est-ce qui se passerait aussi au niveau des naissances et des décès? Donc là aussi, vous avez la courbe pour l'ensemble de l'agglomération mulhousienne de comment pourraient évoluer donc les naissances en orange, avec une nette diminution des naissances. Et puis en revanche, phénomène de vieillissement accéléré oblige, même si les décès ne sont pas toujours que liés à l'âge, il y a aussi de l'accidentologie qui est compris dans ces éléments. On serait sur une croissance aussi des décès. Donc, si on poursuit les tendances observées actuellement, donc une diminution de la fécondité, qui n'est d'ailleurs pas propre au territoire, mais aussi une vie en couple retardée, un allongement des études, une diminution des familles, notamment des familles avec enfants sur le territoire, on arriverait globalement, dans les perspectives, à une diminution donc, du nombre de naissances. Ici, une illustration de la croissance démographique projetée dans l'agglomération en fonction de ces trois paramètres, donc le solde migratoire en bleu foncé, le solde naturel, et puis la croissance démographique qui du coup devrait continuer de chuter mais de manière plus intense à horizon 2070. Alors, important aussi, le solde naturel qui longtemps en fait a été un facteur qui a permis la croissance démographique en raison de cette baisse des naissances, devrait maintenant jouer en faveur donc, de cette décroissance. Là aussi, c'est important, on est sur une évolution aussi par tranche d'âge, dans le scénario ONFAL, donc en prospective, on peut aussi déterminer quelle serait l'évolution du nombre d'habitants donc par tranche d'âge. Là aussi, j'allais dire, comme on l'a vu tout à l'heure, on est sur une diminution eh bien, des enfants, mais aussi des actifs, et puis, j'allais dire des jeunes actifs, et puis des actifs en place. Et encore une fois, même, même si effectivement on part, les plus de 74 ans devraient augmenter, il se peut aussi qu'ils diminuent pour, à terme, alors ça on l'a vu aussi, très nettement augmenter, vous le voyez, une augmentation de 10 points de pourcentage de la part des seniors, des plus de 75 ans, à horizon 2070. Donc là aussi, on est sur des changements de paradigme, sur effectivement des évolutions dont il va falloir tenir compte dans les politiques publiques futures. Une baisse du nombre d'enfants, l'évolution des modes de vie, on en a déjà parlé, une scolarisation plus intense et plus longue vont aussi favoriser donc la diminution des naissances à un rythme de 75 enfants en moins jusqu'à horizon 2070. Donc, encore une fois, on n'a pas la boule de cristal, mais ce sont des éléments. Et puis, pareil, une chute aussi sur les 0-10 ans. Donc, je crois qu'il y a personne dont la démographie et le métier, en tous les cas, de travailler avec ces publics plus jeunes. Donc là aussi, des politiques publiques locales qui seront à adapter en fonction de ces paramètres. Tout ça pour vous dire qu'à terme, on va avoir un croisement des courbes et donc ce changement, une nouvelle donne démographique avec la part des plus de 75 ans qui aujourd'hui est de 9% qui pourraient gagner donc nos 10 points de pourcentage et puis les moins de 10 ans qui aujourd'hui représentent 14% de la population qui pourraient diminuer donc à terme pour tomber à 11% de la population. Un élément encore, on a parlé beaucoup de population. On va parler très rapidement, et je passe la parole à Marion, des ménages. Les ménages, c'est l'ensemble des personnes qui vivent sous le même toit. Donc vous le voyez, on peut avoir des diminutions de population, mais compte tenu des décohabitations, ou des habitations prolongées, ou du veuvage, ou de l'évolution des modes de vie, des recompositions familiales, des décompositions familiales, on a toujours un besoin de ménage. Donc, quelque part, on a toujours un besoin de logement. Mais pour quel profil, encore une fois, de ménage? Je vais y passer tout de suite. De manière générale, la taille des ménages
diminue. Et elle diminue sur tous les territoires, plus ou moins fortement. Mais l'important à retenir, c'est que les ménages qui vont gagner en termes de poids et en termes de nombre, ce sont les ménages et les personnes qui vivent seuls. Donc là aussi, à terme, il y a de plus en plus de personnes qui vivent seules, une forte croissance d'hommes et de femmes seuls. Et ce qu'on observe, c'est que la part de couples avec des enfants, déjà sur les tendances passées 2014-2020, tend à diminuer, et là aussi, sur l'ensemble des territoires de l'agglomération mulhousienne, qu'on soit en ville, qu'on soit dans un village, qu'on soit dans des bourgs intermédiaires, une évolution donc importante, et surtout cette croissance des ménages de 1 et 2 personnes qui, à toutes les échelles, représentent plus que 60% des ménages. En prospective, voilà ici l'évolution aussi projetée donc, du nombre de ménages. Cette évolution du nombre de ménages, comme vous le voyez, elle est à la hausse, qu'on soit dans un scénario central, dans un scénario bas ou dans un scénario haut. Forcément, effectivement, dans le scénario haut, on va avoir une croissance importante qui pourrait être présagée, donc d'une augmentation de 23%. Mais ce qui est important de remarquer, on a superposé... Alors, une partie plutôt définition, pour commencer. Alors, ce que Jennifer vous a présenté jusqu'à présent, c'est essentiellement des données qu'on appelle des données quantitatives. Ce sont tout ce qui relève du numérique, on va dire. Donc, ça, ce sont des faits, des éléments assez factuels. Voilà. Et d'autre part, il existe aussi ce qu'on appelle des données plutôt qualitatives. Et donc là, c'est ce que l'on peut observer sur une population bien précise. En exemple, ici, on va prendre par exemple les étudiants. Donc des données quantitatives, ça sera tout ce qui relève du... On sait ce que c'est, le nombre d'étudiants, leur âge, leur parcours d'études, leur formation. Ça, ce sont des données vraiment brutes, quantitatives. Ça, c'est ce qu'on sait. Ensuite, quand on veut aller au-delà, je ne sais pas, examiner plutôt quelles sont leurs difficultés, mettre en place, examiner ce qu'on observe. On a besoin d'aller au-delà et donc on va plutôt aller chercher des éléments, quelles sont leurs difficultés de recherche de logement, recherche d'emploi par la suite, ou bien également tout ce qui est précarité énergétique des étudiants, donc c'est aussi un sujet assez actuel en ce moment. Donc voici pourquoi on a des fois, on a besoin d'aller au-delà des études. Alors, les raisons pour commencer, donc les données jouent un rôle crucial, les données qualitatives jouent un rôle crucial dans les analyses sociodémographiques. Pourquoi ? Les raisons, c'est essentiellement pour comprendre des phénomènes sociaux. On prend par exemple l'exemple des étudiants, on s'aperçoit des phénomènes, je ne sais pas, c'est des exemples, des étudiants qui, on se rend compte, qui cessent leurs études de manière assez prématurée. On va aller chercher, comprendre pourquoi, quelles sont les raisons de ce phénomène que l'on observe auprès des étudiants. On va aussi essayer de comprendre les motivations au comportement des individus observés. Et aussi, de par les données qualitatives, on permet aussi de donner la parole aux individus et vraiment d'essayer de traiter des choses que l'on n'a pas encore découvertes de par les données plutôt quantitatives. L'avantage, les principaux avantages maintenant que l'on peut avoir de par les données plutôt qualitatives, c'est elles nous permettent des fois de valider ce que l'on a réussi à capter de par les données chiffrées. On va pouvoir valider des résultats, vraiment conforter notre analyse.
Voilà, ça nous permet de renforcer notre crédibilité. On va aussi pouvoir aller en profondeur dans l'analyse, approfondir notre analyse statistique pour voir donc, des choses qu'on a pu observer, des tendances statistiques, on va pouvoir vraiment les observer en détail. Donc voilà, de par les expériences des individus. Et aussi, on va pouvoir enrichir la donnée statistique, c'est-à-dire qu'on observe une tendance à la baisse, je ne sais pas, des naissances, et donc on va pouvoir alimenter notre analyse pour essayer de comprendre pourquoi il y a de moins en moins de naissances. Et voilà, pour ça, les observations vont nous permettre d'alimenter notre analyse statistique. Alors, quand, maintenant, dans quelle situation on peut faire intervenir des données plutôt qualitatives? Et donc, je dirais quand l'analyse statistique qui est faite au préalable ne nous permettent pas d'aller, de conclure, d'en tirer des conclusions très pertinentes. Des fois, il se peut qu'on ait des résultats assez convergents, plutôt contradictoires, et donc là, la prise de décision, si vous voulez, elle est assez difficile à prendre, et donc on va aller vraiment explorer en profondeur les résultats que l'on a obtenus auparavant. On va aussi pouvoir amener un contexte à ce qu'on a pu s'apercevoir initialement. Et donc aussi, on va aller rechercher plutôt des nuances, aller voir quelles sont les subtilités des données statistiques que l'on a obtenues auparavant. Alors, on passe maintenant à la partie plutôt méthodologique, vraiment. J'ai recensé ici deux principales approches à l'analyse qualitative. Donc on a les témoignages, et ensuite je vais passer à la partie plutôt enquête. Donc la première approche, c'est le témoignage. L'objectif principal, c'est de recueillir des récits personnels, des vécus, des ressentis, vraiment, par le biais d'entretiens individuels, d'interviews, de sondages, de partage d'expériences, de groupes de parole, par exemple. Alors, l'avantage de cette méthode par témoignage, c'est qu'elle est flexible. J'entends par là le fait qu'on va commencer à interroger, je ne sais pas, des professionnels de l'immobilier. Par exemple, on souhaite mesurer un impact du marché locatif sur une ville, par exemple. On va aller interroger des professionnels de l'immobilier, et donc selon les réponses, on va plus ou moins orienter nos questions au fur et à mesure des réponses que l'on obtient, si elles nous permettent d'aller converger vers des conclusions assez pertinentes. Et l'avantage aussi, c'est que la méthodologie par témoignage, si vous voulez, par sondage, nous permet aussi de prendre en compte le contexte des récits, des personnes qui s'expriment. On passe maintenant à la deuxième approche qui vous est développée ici présente, donc c'est l'enquête. Vraiment, l'enquête, donc très souvent, c'est des questionnaires qui sont le plus souvent, je pense que vous en avez déjà vu, les questionnaires web par exemple. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir capter un plus grand nombre de personnes, vraiment de pouvoir standardiser les réponses. Donc là, c'est vraiment quand on veut tirer des tendances assez générales
Les témoignages, c'est plutôt quand on veut avoir des expériences plutôt locales, vraiment connaître un petit groupe d'individus et très spécifiques, alors qu'on va passer plutôt sur des enquêtes quand on veut généraliser des tendances, vraiment connaître, là on va pouvoir capter un nombre beaucoup plus grand d'individus. On va pouvoir mettre en place donc, des questions, des questionnaires assez standardisés. Et puis donc le traitement derrière se fait par traitement statistique pour pouvoir comparer vraiment les réponses entre elles et vraiment tirer des conclusions assez pertinentes. Et donc voilà, donc souvent les questionnaires permettent donc d'identifier, de par le nombre plus important de réponses, on va pouvoir vraiment identifier des tendances et des corrélations sur les différentes variables étudiées. Alors, quelques exemples ici présents. Donc, ce sont des études que l'on a menées au sein de l'agence. Donc, en 2021, on a été sollicité par la ville de Bolvillers dans le cadre de la ville amie des aînés. Donc, donc là, c'était un questionnaire papier que l'on a fait diffuser dans les boîtes aux lettres directement des habitants concernés. Et donc le but, c'était de mettre en place des dispositifs, d'accompagner la politique locale à destination des seniors de Bolvillers. On a également, donc, en 2022, développé une enquête auprès des étudiants de Mulhouse. Donc là, c'était une enquête format web, diffusée directement dans les boîtes mail des étudiants. Donc l'objectif, c'était de pouvoir identifier qu'est-ce qu'un logement idéal pour les étudiants. De manière plus récente, on a aussi travaillé sur la Convention territoriale globale, à la fois pour la CAMCOM de la vallée de la Dolère et du Sulzbach, et aussi pour donc la M2A. Alors là, c'était vraiment deux enquêtes distinctes, à chaque fois deux enquêtes par territoire. Une enquête à destination des familles, et une enquête à destination des jeunes, plutôt. Et donc, ça a aussi bien marché. L'objectif, c'était vraiment de pouvoir identifier les besoins de la population et pour après accompagner les choix qui sont faits. Et donc, en conclusion, je dirais que pour analyser un territoire dans sa globalité, il est toujours donc important de vraiment capter les réalités, comprendre aussi ce qu'il en est, et de fait, c'est toujours important de analyser un territoire de manière globale, dans son ensemble. Très bien, j'en ai terminé pour maintenant. Est-ce que vous avez des questions ?